va aller dans le Massif central avec Vincent Caillez et Marine Leschiuta. J'espère ne pas écorner votre nom. Le changement climatique et l'agriculture dans le Massif central avec un projet qui est le projet AP3C. Merci encore pour l'acronyme 2015-2019, mais j'imagine que vous allez déflorer tout ça. Bonjour, désolé pour ce petit problème technique. Du coup, on va vous présenter Vincent Caillez, climatologue, qui est également présent sur la visio, et moi-même, Marine Leschiuta, coordinatrice du projet. On va vous parler du projet AP3C pour adaptation des pratiques culturales au changement climatique. Voilà, avant de commencer, on va vous faire une brève présentation du projet et enfin, on vous parlera des 4 approches qui ont été développées dans le projet AP3C, l'approche climatique, agronomique, systémique, territoire, et enfin, on parlera en quelques mots des prolongements en cours sur le projet. Le CIDAM, pour nous présenter, on travaille je travaille, je suis coordinatrice du projet AP3C au CIDAM, et le CIDAM, c'est un service interdépartemental du réseau des chambres et qui a comme objectif d'animer les projets à l'échelle du Massif central. On travaille avec 16 chambres départementales du Massif central et une chambre régionale. Voilà, comment est né le projet AP3C? Le projet AP3C, en fait, il est né en 2015 et je vous ai mis un petit verbatim de l'élu référent sur le projet AP3C. Le projet est né en 2015, on sait qu'on subissait de plus en plus fréquemment des aléas climatiques. On ne connaît pas les solutions de demain, mais nous devons être proactifs pour essayer de s'adapter au mieux. Voilà, c'était vraiment le maître mot au début de ce projet, c'était la volonté de permettre aux agriculteurs d'être proactifs et de ne pas simplement subir ce phénomène qui est le changement climatique. Voilà, le projet AP3C, c'est un projet de recherche et de développement à destination des agriculteurs qui existe depuis 2015 et c'est un projet de territoire, qui est piloté par le CIDAM et en partenariat avec 11 chambres départementales d'agriculture et en collaboration avec l'IDEL. Voilà, les 11 chambres départementales seront présentées sur la carte présentée ici. Et vous voyez que ces 11 départements sont présents sur 3 régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Voilà. Et ce projet a comme objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, de permettre aux agriculteurs de mieux s'adapter au changement climatique et d'être proactifs. Comment finalement on a réalisé, quand ce projet est né, finalement, comment on a fait pour essayer de permettre aux agriculteurs de mieux s'adapter au changement climatique? Le CIDAM, a acheté des données météo, à partir d'une centaine de stations météo qui sont représentées ici par les petits triangles sur la carte. Et ces données sont des données observées entre 1980 et 2015. Et grâce à l'expertise climatique et au travail de Vincent, qui est notre climatologue sur le projet, il a réalisé des projections sur la base de ces données observées à l'horizon 2050. L'objectif finalement de tout ce travail, c'était vraiment de produire des données qui permettent une analyse fine et localisée de l'évolution climatique. Voilà, comme je vous l'ai dit, 4 approches pour AP3C, une approche climatique. L'objectif, c'était de comprendre les évolutions du climat sur le Massif central à l'horizon 2050. Une approche agronomique, étant donné que le projet AP3C, c'est avant tout un projet à destination des agriculteurs. Quels impacts du changement climatique sur l'agriculture du Massif central, en ayant compris les évolutions du climat sur ce territoire, et quel levier d'adaptation à l'échelle de la parcelle. Enfin, quels impacts du changement climatique et quel levier d'adaptation à l'échelle du système agricole. Et enfin, actuellement, nous sommes en train de travailler sur une 4e approche qu'on appelle l'approche territorialisée. Quels impacts du changement climatique sur le territoire. Hop, on va vous parler avec Vincent Caillez. Je vais te laisser la parole, Vincent, de l'approche climatique. Quelques mots sur la méthode climatique utilisée dans AP3C. Bonjour à tous. Donc, comme Marine l'a dit, effectivement, on s'est basé sur des données observées. Donc, on est allé acheter 3 millions de données quotidiennes de température, de précipitation et d'évapotranspiration potentielle sur les bases de données de Météo France. Mais bien entendu, ces données ne sont pas utilisées brutalement. Il y a un certain nombre de traitements qui sont effectués sur ces données. Donc là, je laisse Marine passer parce que c'est elle qui a la main. Voilà. Donc, il y a des traitements qui sont effectués sur ces données. Ensuite, des corrections. Ensuite, on analyse les trajectoires qui sont réellement engagées, réellement observées.
Et à la suite, on produit des projections climatiques de nature statistique jusqu'à l'échéance 2050. Alors, cette échéance, en 10 000 exemplaires. Alors, pourquoi 2050 ? C'est une échéance relativement courte qui a plusieurs intérêts. Premièrement, les évolutions climatiques sont à très peu de choses près indépendantes des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à cette échéance. Et ensuite, un jeune agriculteur de maintenant, il sera très probablement encore en activité en 2050, donc c'est peut-être plus motivant que des perspectives habituelles de fin de siècle. Ils se sentent plus concernés. Mais bien entendu, même si à la base, cette méthode est conçue pour avoir une compatibilité de projection avec les observations, il faut s'en assurer, et je vais le faire devant vous sur 3 exemples. Premièrement, il s'agit des températures moyennes annuelles dans le Rhône. Les points noirs, ce sont donc les observations. Les courbes de couleur, ce sont des statistiques sur les projections AP3C. Au centre, la médiane, 50% des observations au-dessus et en dessous. En orange et en bleu ciel, les quintiles, c'est-à-dire il y a 20% des observations et des projections au-dessus de l'orange et 20% en dessous du bleu ciel. Et les extrêmes, ce sont les déciles, c'est-à-dire il y a seulement 10% des observations et des projections au-dessus du marron et 10% en dessous de la bleu foncé. Sur ce genre de graphique, on peut se rendre compte de manière évidente de la compatibilité des évolutions observées et de nos projections, non seulement en méthode, on va dire, en valeur centrale, mais également en dispersion. Deuxième exemple, il s'agit donc du cumul de précipitations dans le Lot. Ça a 2 intérêts, ce paramètre. Premièrement, ça vous montre que les courbes des projections AP3C ne sont pas nécessairement des droites, on n'a pas fait des prolongations de tendance. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de paramètres pour lesquels l'évolution tendancielle reste encore mineure par rapport à la dispersion interannuelle. Ce qui n'est pas le cas du 3e exemple, sur les températures maximales du printemps dans la Loire, où là vous avez une évolution tendancielle qui est radicale, 5,5 degrés d'augmentation en 70 ans, pour lesquels vous avez également la compatibilité qui est bien visible. Et c'est sur ce genre de paramètres, lorsqu'on utilise d'autres types de projections, qu'on peut voir les divergences les plus importantes. Si vous voulez des détails concernant la méthode climatique, je vous laisse 4 liens qui vont apparaître. Voilà, les 2 du haut, ça a subi le contrôle de comités de sélection scientifique, c'est ce qu'on appelle de la publication en revue. Et les 2 du bas sont plutôt des documents techniques opérationnels, si ça vous intéresse d'aller fouiller dans la machine. Et je rends la parole à Marine Leschuita pour le volet agronomique. Merci Vincent. Et voilà, on va passer du coup au volet agronomique. Je ne prendrai pas le temps de vous présenter du coup les résultats du coup de cette approche climatique, mais du coup, on va directement du coup aux indicateurs qu'on appelle agroclimatiques. Du coup, quelques résultats. En tout, dans la P3C, du coup, en ce qui concerne les indicateurs agroclimatiques, du coup, c'est vraiment comprendre quel impact du changement climatique sur l'agriculture du Massif central. On a développé 30 indicateurs qui sont représentés en partie ici. Du coup, je vous ai 16 sur l'herbe, 5 sur le maïs. Voilà. Une grande majorité sur l'herbe, étant donné qu'on est un territoire d'élevage. Et après, quelques exemples du coup d'indicateurs qui ont été développés, qui sont présentés dans le tableau. Là, j'ai pris l'exemple du coup de 2 stations en Aveyron. Du coup, c'était le département, je dirais, le plus proche de l'Ariège, pour que ça vous parle. Le plus du coup. Et du coup, j'ai pris 2 exemples. Du coup, une station de basse altitude, du coup, à 300 mètres d'altitude, qui est à Villefranche de Rouergue, et une station sur l'Aubrac, de moyenne montagne, du coup, à 1393 mètres. Voilà. Du coup, un premier indicateur, du coup, c'est l'indicateur de l'évolution de la mise à l'herbe, du coup, entre 1980 et 2050. En haut, le graphique du haut, du coup, c'est les données obtenues de la station de Villefranche de Rouergue et celle du bas, du coup, de l'Aubrac. Qu'est-ce qu'on voit du coup sur cet indicateur de l'évolution de la mise à l'herbe? C'est qu'on se rend compte qu'il y a une précocification du coup de cette mise à l'herbe sur les 2 stations, mais une précocification plus importante au niveau de l'Aubrac. En fait, on l'explique par un effet mathématique, étant donné que la date de mise à l'herbe était beaucoup plus tardive en Aubrac, elle peut donc se précocifier davantage. Un autre constat, c'est que l'écart du coup qui peut exister du coup entre des
les endroits de basse altitude et de moyenne altitude, en fait, les écarts qui peuvent exister vont diminuer. Car comme vous le voyez, en 1980, on avait 1,5 mois de différence entre du coup l'Aubrac et Villefranche, et en 2050, il ne sera que de 1 mois. Et du coup, cette diminution des écarts peut entraîner des problèmes à l'échelle du territoire, du coup, en ce qui concerne le travail, du coup, en agriculture. Un autre indicateur, du coup, c'est l'évolution de la fauche précoce et de la fauche tardive en foin. Ici, je me suis basée que sur les résultats qui sont présents, du coup, qu'on a récupérés du coup de la station de l'Aubrac. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, le résultat majeur qu'on peut du coup sortir du coup de l'analyse de ces 2 graphiques, c'est qu'en 2050, en moyenne, la période de fauche tardive sera équivalente à celle de la fauche précoce de 2020. Et enfin, un dernier indicateur, du coup, celui de l'échaudage sur céréales. Qu'est-ce qu'on voit ici? Du coup, pareil, en haut, c'est la station de Villefranche, en bas, la station de l'Aubrac. C'est qu'on voit du coup que il y a un fort impact du coup du changement climatique, notamment sur les zones de basse altitude, plutôt que où le changement climatique impactera peu du coup les cultures de céréales du coup sur l'Aubrac. De manière globale, du coup, en analysant très brièvement du coup ces 3 indicateurs, c'est qu'on ne peut pas donner une conclusion vraiment précise et générale suite à l'analyse de ces 3 indicateurs, mais déjà, on peut voir que le changement climatique va impacter du coup l'agriculture à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation, également de l'échelle du territoire, avec peut-être une modification de l'étagement de l'agriculture à l'échelle d'un territoire et peut-être aussi une modification du coup du travail de l'agriculteur sur son exploitation, étant donné du coup les évolutions de date de mise à l'herbe et du coup les évolutions du coup de date de fauche. Brièvement, je ne vais pas vous présenter en détail les résultats sur cette approche système. C'est un travail qui a été réalisé l'année dernière et qu'on va continuer cette année dans AP3C. Du coup, c'était quels impacts du changement climatique sur le système agricole. L'objectif était de travailler sur des scénarios possibles, du coup, à l'horizon 2050 et de voir comment les systèmes allaient évoluer confrontés au changement climatique. Ici, je vous ai présenté, du coup, l'exemple d'un cas type, du coup, en bovin viande. Du coup, quels sont les leviers d'adaptation sur un système d'exploitation en bovin viande? C'était, du coup, il y avait des leviers d'adaptation troupeau et des leviers d'adaptation plutôt production végétale. Les membres du comité technique du coup d'AB3C avaient travaillé du coup sur des cas types, notamment en bovin viande, mais aussi en bovin lait, en ovin viande, en ovin lait, et ils ont essayé de scénariser du coup l'évolution de ces cas types et en essayant de tester différents leviers d'adaptation pour voir comment ces cas types allaient évoluer ou non. Du coup, ici, je vous ai présenté quelques leviers d'adaptation en ce qui concerne le troupeau, et également ici, du coup, quelques leviers d'adaptation possibles concernant du coup la production fourragère, avec une volonté d'introduire par exemple des légumineuses. Ça peut être un premier levier d'adaptation, une diversification avec l'implantation de prairies multi-espèces, ou même, bon là j'ai mis l'irrigation, du coup ça fait écho avec les interventions qu'on vient d'avoir tout à l'heure, où il y a peut-être une volonté aussi de réfléchir l'irrigation en agriculture pour essayer de limiter du coup cet apport d'eau en culture, ou au moins de l'optimiser. Voilà, c'était très bref, et maintenant je vais vous présenter du coup l'approche territorialisée. Du coup, quels impacts du changement climatique sur le Massif central? Ça, c'est une approche qu'on est en train de développer actuellement. Du coup, en total, on aura 150 cartes qui vont être produites. Aujourd'hui, on n'en a que 25, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Ces cartes, en fait, ça représente les indicateurs climatiques et agroclimatiques qui ont été développés dans la P3C, et on les a représentés du coup sous forme de cartes au pixel 500 mètres. Pour vous faciliter la lecture, je vais prendre du coup l'exemple à chaque fois de l'Aveyron et de la Creuse. Du coup, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Cette carte, elle représente du coup l'évolution de la température moyenne annuelle entre 2000 et 2050. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a vraiment une gradation de la température du sud vers le nord du Massif central de 1,5 à 2 degrés par 50 ans. Voilà, c'est le principal résultat de cette carte, avec du coup une évolution des températures qui va plus impacter, du coup, je dirais, la Creuse que l'Aveyron. Voilà, première carte, on ne va pas pouvoir donner vraiment de conclusion générale à partir de cette carte. Vous verrez qu'il faudra du coup imbriquer les cartes les unes avec les autres pour essayer
d'émettre du coup des conclusions beaucoup plus générales. Voilà, du coup, si on intègre le paramètre eau dans l'analyse de nos résultats, ici, du coup, je vais vous présenter l'évolution du bilan hydrique potentiel. Si on se base du coup sur la carte des évolutions de température, on peut être un peu surpris à la première lecture de voir que le bilan hydrique potentiel est beaucoup plus dégradé du coup au sud du Massif central qu'au nord. Cependant, du coup, voilà, on constate qu'il se dégrade presque 2 fois plus vite dans le sud que dans le nord du Massif central. Et en fait, l'explication, c'est que la gradation vient essentiellement de l'évolution de l'évapotranspiration, qui dépend certes de l'évolution des températures, mais beaucoup plus du niveau des températures en début de période, c'est-à-dire des températures obtenues en année type 2000. Cette carte, on l'aura dans quelques mois, je pense, on ne pourra pas la présenter aujourd'hui. Mais de plus, du coup, les écarts d'évolution du bilan hydrique potentiel entre le nord et le sud vont presque du simple au double. Et du coup, voilà, c'est ce que je viens de dire. Et à la différence des évolutions de température vues précédemment, où l'écart était moins marqué. Ce n'est donc pas les évolutions de température vues précédemment qui peuvent expliquer cette différence d'évolution du bilan hydrique potentiel, mais bien les températures obtenues en année type 2000 et surtout en rappelant que l'évapotranspiration dépend exponentiellement de la température. Et enfin, la dernière carte, du coup, qui représente l'évolution de la prairie, et du coup, l'évolution de la prairie, la mise à l'herbe en numéro de jours de l'année entre toujours 2000 et 2050. La zone rouge que vous voyez sur la carte, en fait, c'est la zone de moyenne montagne du Massif central. Et du coup, ça revient à la remarque que je vous ai faite tout à l'heure sur le fait du coup, qu'il y avait une précocification plus intense en moyenne montagne qu'en zone de plaine. Sur cette carte, du coup, on peut constater que la Creuse, aujourd'hui, on ne peut pas donner d'autres conclusions qu'à ce stade, la Creuse et l'Aveyron seront impactés de manière à peu près similaire. Voilà, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette présentation? C'est qu'il est guère possible de dresser une idée générale de l'évolution climatique et que cette évolution climatique est dominée par la variabilité spatiale et temporelle. Pour aller plus loin avec ces cartes, du coup, il y avait une volonté d'utiliser du coup en combinaison des couches numériques et s'attendre à des évolutions différenciées infradomaines. Et enfin, l'évolution de l'agriculture va être impactée par le changement climatique à différentes échelles, du coup l'échelle parcellaire, l'échelle de l'exploitation, du territoire et même des filières. Aujourd'hui, du coup, et pour l'année prochaine, du coup, on va créer de nouveaux indicateurs dits agropédoclimatiques qui vont prendre en compte la diversité des types de sols du Massif central. On va mettre en place des essais sur différents départements du Massif central afin de proposer du coup des pistes d'adaptation adaptées au territoire. On va réaliser du coup également un travail d'enquête et on va réaliser des fiches témoignages sur les leviers d'adaptation possibles pour mieux s'adapter au changement climatique sur le territoire. Et enfin, on va retravailler du coup sur un projet de scénarisation. Et dans ce nouveau projet, à la différence de l'année dernière, on va essayer de travailler sur la combinaison des leviers d'adaptation. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nicolas Métayer va prendre la suite. Je rappelle que les questions, que ce soit les questions que vous ayez à poser à Marine ou aux intervenants qui vont suivre, ce sera en fin de série de cette série autour des questions agricoles. Alors justement, finalement, ça suit un petit peu dans la logique et ça fait aussi écho aux discussions qu'on a eues tout à l'heure avec Françoise Goulard et à l'adaptation de l'agriculture, notamment avec la ressource en eau, mais j'imagine il n'y a pas que ça. Alors, comment aider les agriculteurs à s'adapter durablement au changement climatique? Quelques éléments de réponse avec Nicolas Métayer de Solagro. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous avez bien ma présentation en plein écran? Oui. Oui, ok, bon, super, c'est parti. Donc, merci de votre invitation. Donc, l'idée ici, c'est de vous faire un retour d'expérience d'un projet qui nous a occupé ces 4 dernières années, donc qui concerne l'adaptation à l'échelle des exploitations agricoles, donc un programme européen. Donc, je vais vous apporter des retours un petit peu plus larges que la situation peut-être française. Donc, en 2015, on a concouru à cette programmation LIFE,
donc qui permettait à l'époque d'accéder à des financements pour accompagner l'adaptation au changement climatique. Il y avait encore peu de choses à l'époque. Et ce projet donc a pu voir le jour, a été sélectionné et a consisté donc un partenariat. Vous avez ici une représentation à l'échelle de l'Europe d'une grande synthèse des influences, des principales influences climatiques. Et donc, on a essayé de s'inscrire dans ces logiques pour essayer d'avoir un partenariat qui permette de couvrir à la fois des influences méditerranéennes, plus océaniques, continentales ou bien plus nordiques. Donc ces 4 acteurs, on avait tous le même objectif, c'est d'essayer de rendre plus palpable le changement climatique aux agriculteurs, essayer de les aider à caractériser leur vulnérabilité afin de les engager dans la mise en place de mesures d'adaptation. Donc on est bien conscient qu'on est tous dans des territoires différents, mais les enjeux finalement sont à peu près les mêmes. Il y a une urgence à essayer de mettre en place ces changements pour essayer de limiter les impacts. Donc les programmes LIFE sont des instruments intéressants pour avancer sur ces sujets et avec la finalité aussi de partager. C'est pas un programme donc de recherche, c'est pas non plus un programme de développement. On est un petit peu à l'interface entre ces 2 zones. Donc parmi la démarche qu'on a essayé de mettre en place, ça a été de structurer une façon commune d'essayer d'accompagner nos agriculteurs avec en plus la perspective de pouvoir faire ça dans la durée. Donc on avait 3 ans pour pouvoir les accompagner. Donc les premières étapes ont constitué ont été surtout de bâtir cette méthode, d'essayer de travailler sur des données passées, à l'image de ce que vous avez pu voir précédemment du côté d'AP3C. Donc, essayer de mieux caractériser l'environnement des agriculteurs et de comprendre aussi quand il y a des difficultés. Donc, revenir sur les années difficiles, comprendre en quoi il y a des changements en termes de sécheresse, de vagues de chaleur, donc de mettre des mots sur ces aléas et d'essayer d'en comprendre les niveaux d'impact. Et puis, au fur et à mesure, d'essayer aussi d'ouvrir les horizons au travers aussi de projections climatiques et d'arriver du coup à anticiper les durcissements de certains aléas, voire aussi prendre conscience de nouveaux aléas qui peuvent venir malmener nos exploitations agricoles. Voilà. Et donc, en fin de projet, donc on a été en mesure donc de proposer des trajectoires d'adaptation, essayer de donner à voir l'ensemble des leviers activables pour essayer de diminuer ces risques climatiques. Et donc, bien souvent, dans le cadre de ces programmes, il y a des volets donc de diffusion qui sont adossés aux livrables de ces projets. Donc, j'aurai l'occasion d'en citer tout à l'heure. Donc, on a notamment mis en place une plateforme web qui permet à tout à chacun de revenir sur le contenu de ces projets pour essayer de s'emparer de cette démarche. Donc l'originalité peut-être de notre approche, ça a été de constituer un réseau de fermes, donc avec un fil conducteur, on va dire, avec notamment des fermes de grande culture et des fermes d'élevage, bovin-lait, bovin-viande, qui étaient présentes dans nos 4 pays. Pour la France, donc on est un carrefour climatique, donc on a essayé de distinguer, nous, 2 zones au climat relativement opposé. Donc on a suivi un peu plus de 30 fermes, environ la moitié donc du côté de l'Occitanie, donc du Gers, Haute-Garonne et le Tarn. Et puis également, donc on avait un territoire plus au nord, représentatif donc des influences plus nordiques, avec les départements de l'Aube et de la Marne. Donc tous ces agriculteurs ont été volontaires pour nous rejoindre. Et finalement, dans chacun des territoires, ce sont des fermes qui nous ont été proposées par les acteurs agricoles locaux dans leur diversité, que ce soit les champs d'agriculture, les coopératives, les GAB, les CIVAM, etc. Donc voilà, tout le monde a été convié. Et effectivement, ça fait partie des sujets qui inquiètent, qui fédèrent aussi et qui, voilà, tout le monde cherche à trouver des solutions à ces nouvelles problématiques.
Donc les aléas proposent une gamme malheureusement assez large de types d'impact, donc entre la grêle, les sécheresses, les fortes chaleurs, les inondations et également les dégâts liés au froid. Voilà, on ne manque pas de difficultés potentielles. Donc effectivement, ça vient perturber, ça amène un choc au niveau des exploitations agricoles et donc on arrive assez facilement à mettre le doigt dessus dans les entretiens avec les agriculteurs, mais ce sont également donc le double objectif pour nous, c'était d'arriver à faire comprendre aussi les trajectoires climatiques qui se mettent en place, hein. Vous avez bien compris, d'exposé en exposé, hein, toute cette diversité d'évolution d'indicateurs qui fait que, bah, finalement, cette dérive amène, vers de nouveaux horizons, de nouveaux climats et donc doit aussi, imposer le changement des pratiques, hein. On ne peut pas rester, dans ce qui se faisait, jusqu'à maintenant. On a suivi une feuille de route, qui est la suivante. Donc on est parti du principe que, bah, la vulnérabilité commence à être, problématique, mais n'est pas toujours, suffisamment bien comprise ou en tout cas cette, inertie climatique qui fait que les difficultés actuelles vont aussi s'amplifier, elle mérite de s'y arrêter et de bien la caractériser, la cerner. Donc on a passé, un peu plus d'1 an, sur cette, action-là, à mettre des mots sur les difficultés, actuelles des fermes et puis une fois que tout ça a été, compris, on a plutôt mis l'accent donc sur les leviers d'adaptation, avec aussi, bah, ouvrir les perspectives, hein, vers les projections climatiques, essayer d'anticiper, les évolutions possibles du climat afin, bah, de mettre en place des mesures d'adaptation. Les impacts, du dérèglement climatique, ils sont multiples. Ils concernent aujourd'hui, bah, toutes les filières agricoles, hein, et tous les territoires. Alors en 2016, hein, quand on a démarré ce programme, il y avait encore beaucoup de gens, heu, bon, il y avait peu de monde, hein, qui travaillait encore sur le sujet et les quelques éléments de bibliographie, qui ressortent à l'époque, c'est, le nord de la France et plus globalement de l'Europe est fait d'opportunités climatiques pour notre agriculture et le sud, lui, bah, subit de plein fouet, des aléas et il devient difficile, d'y pratiquer l'agriculture. Voilà, la caricature. Les dernières années que l'on a vécues nous montrent que finalement c'est bien, des difficultés qui concernent tout le monde et il y a un enjeu majeur à réussir à mettre en place des actions d'adaptation partout en France. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais, hein, toutes les filières agricoles sont concernées, que ce soit les plantes pérennes, les grandes cultures, mais également donc l'élevage. Donc chaque année, hein, a son lot d'aléas. Donc on a des dégâts liés au froid, par exemple, en vigne, hein, en 2017, en 2019 ou en arbo. Ça fait partie des choses qui, arrivent malgré, la faiblesse, ou la diminution progressive du nombre de jours de gel. On a des végétations plus avancées et donc finalement des sensibilités liées au froid qui apparaissent, de manière, régulière avec des niveaux d'impact, parfois très prononcés. On a des phénomènes de déficit hydrique et thermique, hein, pour nos céréales, donc ce qui conditionne une grosse partie, des rendements et donc on a une plus forte variabilité aujourd'hui des niveaux de rendement. Donc c'est aussi des choses auxquelles doivent s'adapter nos fermes et puis en élevage, on a des difficultés alors bien connues, hein, dans plutôt la partie sud de la France, de déficit fourrager, donc avec, bah, des besoins, hein, d'arriver à gérer, des stocks, hein, d'une année à l'autre, pour faire face à ces déficits et aujourd'hui, bah, ces problématiques de déficit fourrager, on voit qu'elles concernent plus largement l'ensemble de la France, avec une répétition, hein, depuis 2-3 ans pour certains secteurs, de ces problèmes de déficit fourrager qui deviennent réguliers alors qu'auparavant, c'était quelque chose de très, très peu présent. Heu, Dernier point sur lequel je m'arrête, c'est aussi l'effet direct des vagues de chaleur sur les ruminants, notamment, les vaches laitières, les vaches allaitantes. Donc qui est aussi quelque chose qui est un peu plus diffusé et qu'on a l'occasion aussi, d'approcher au travers d'indicateurs spécifiques. Donc dès qu'il fait plus de 25 degrés et qu'on a en plus de l'hygrométrie, les bovins souffrent, beaucoup de cette chaleur et donc on a des diminutions de performance, qui peuvent aussi avoir des conséquences économiques importantes, quand, ces vagues de chaleur se répètent et se prolongent.
Donc, au niveau de chaque ferme, l'idée est d'essayer de cribler tous ces aléas qui peuvent les perturber, que ce soit le sec, le chaud, la grêle, le froid, d'essayer d'y mettre des noms de cultures qui sont concernées et puis des niveaux de perte, d'essayer ensuite de voir dans quelle mesure il y a une répétition de ces impacts et de le démontrer, de l'appuyer aussi au travers de chiffres. On a besoin de travailler avec des séries sur de longue date. La principale difficulté pour nous d'accompagner les agriculteurs, c'est de leur faire comprendre cette différence entre météo et climat. Et donc, ils ouvrent leurs horizons d'analyse à plusieurs dizaines d'années et pas seulement aux 3 ou 4 années passées. Donc ici, vous avez une représentation des conditions de fin de cycle pour du blé tendre. Donc on est dans le département de la Marne. Vous avez ici une trentaine d'années qui sont représentées avec donc sur l'axe du bas le nombre de journées chaudes. Donc quand on a des températures au-delà de 25 degrés, on a un phénomène qui s'appelle l'échaudage, donc qui limite le rendement de nos grains. Et d'autant plus que on a un déficit hydrique qui se réalise en même temps. Donc vous avez le niveau de précipitation sur l'axe de gauche. Donc vous avez des années très différentes qui expliquent des pertes de rendement. Donc 2003, année record aussi pour cette localité, avec en termes de nombre de jours chauds et très peu de précipitations, avec, si vous regardez la compilation de rendement depuis les années 2000, une baisse quand même importante de rendement, même si voilà, les potentiels sont très hauts dans ce territoire. Et puis 2016 avec là des conditions totalement opposées. Donc un mois de juin en gros qui est pluvieux et froid, et donc là une baisse de rendement qui n'a jamais été vue depuis toujours, et donc moins 50% du potentiel de rendement. Ça fait partie des chocs qui ont ouvert davantage l'esprit de l'ensemble des agriculteurs en France à ces sujets. Voilà. Donc cette démarche d'accompagnement des agriculteurs, elle fait appel à de la donnée quantitative. On a besoin d'accéder donc à des observations climatiques pour qualifier le passé, puis aussi d'ouvrir ensuite ces calculs d'indicateurs sous l'angle des projections futures. Donc, à l'instar de ce qui a été fait dans la P3C, on va essayer de s'intéresser davantage à ce qu'on appelle le futur proche. Donc, quelles sont les évolutions possibles à l'horizon 2050 pour essayer que les acteurs économiques qui sont face à nous, donc les agriculteurs, arrivent à se projeter dans quelque chose d'accessible pour eux. Une fois qu'ils sont à l'aise avec cet horizon-là, on peut bien sûr prospecter un petit peu plus loin. Mais déjà, voilà, il faut qu'ils arrivent à adhérer à cette première approche. On va essayer donc de qualifier l'environnement de notre ferme au travers d'un entretien qui va balayer largement différentes thématiques. Et donc, une fois qu'on aura qualifié les principales faiblesses actuelles de la ferme vis-à-vis du climat, mais aussi ce qu'elle a mis en place et qui présente un intérêt, on va ensuite ouvrir notre plan d'adaptation pour essayer de trouver des solutions à ces faiblesses et aussi d'essayer de contrer les nouvelles menaces qui sont liées à notre dérèglement climatique. Donc, je passe rapidement sur ces indicateurs, vous pourrez les retrouver plus tard. Donc, pour essayer d'envisager largement des options d'adaptation, on invite dans la réflexion à réfléchir à différentes composantes de vulnérabilité, donc quels que soient les systèmes agricoles. Ici, vous avez 3 exemples, on pourrait imaginer d'autres systèmes agricoles. L'idée, c'est de faire réfléchir un éleveur à son système fourrager et à la manière dont il produit aussi ses concentrés, donc les céréales pour les animaux. Quelles sont aujourd'hui les pratiques d'élevage? Qu'est-ce qu'il en est du bien-être? Est-ce qu'on est ou pas, quel est le niveau de dépendance actuel de l'exploitation donc à l'eau? Comment est-ce qu'on commercialise? Est-ce qu'on fait appel ou pas à des assurances? Est-ce qu'on s'intègre dans des politiques climatiques qui commencent aussi à apparaître? Voilà, on peut essayer de gagner en résilience au travers de multiples composantes, et donc il y a pas une solution, mais des solutions pour arriver à faire face à ce monde qui sera fait donc de variabilité, quels que soient les paramètres. Ce qui est important, c'est d'essayer d'imaginer des trajectoires. Il y a des choses dans le vocabulaire qui peut varier d'un intervenant à un autre, mais vous avez bien compris qu'il y a une progressivité aussi pour essayer de mettre en place ce que l'on appelle des mesures de type efficience ou d'ajustement. Donc, on ne va pas changer radicalement les choses,
mais on va essayer d'accéder des leviers de premier ordre qui restent à mettre en place. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait aujourd'hui de la prairie, bah, peut-être qu'on va essayer de voir avec lui s'il y a des variétés de semences fourragères qui sont peut-être plus adaptées au climat dans lequel il évolue aujourd'hui. Ensuite, on a des mesures de type substitution, donc un petit peu plus fortes. On va essayer de changer un composant de notre système. Donc typiquement ici, voilà, un agriculteur qui va être très spécialisé, un éleveur très spécialisé en prairie, ou bien l'inverse, qui va assurer la plus grande partie de ses ressources fourragères à partir de maïs en silage. On va essayer de le faire évoluer un petit peu là-dedans. L'idée, ce sera d'avoir plutôt un système fourrager avec des récoltes et des espèces qui se font sur différentes plantes et des dates à des dates différentes sur une année pour essayer, dans ces, en fonction des années qui se présentent, d'arriver à constituer du stock, pas sur un seul coup, mais sur différentes options. Et puis, on aura ensuite des mesures plus dures à mettre en œuvre, de l'ordre de la reconception. Donc quand on aura mis en place beaucoup de mesures de type substitution, on aura, fait un grand pas, on va dire, dans la possibilité de gagner en résilience. Donc ce que l'on retient, nous, en termes de durabilité de nos mesures d'adaptation, c'est un petit peu ces 4 grands thèmes. La diversification, de manière générale, hein, ça peut prendre toutes sortes de formes, que ce soit au niveau des espèces, des variétés, au niveau des parcelles, le mélange d'espèces aussi intraparcellaires, garantir une certaine diversité de ressources fourragères qui peut aller très loin, hein, jusqu'à des haies fourragères, par exemple. C'est arriver à se prémunir d'une certaine manière du risque climatique. Il y a un lien très, très fort aussi entre, les leviers d'adaptation sur nos fermes et puis les sols. Donc au travers, essayer de garantir un meilleur fonctionnement des sols. Ça passe aussi, par, aussi la séquestration carbone. On sait que des sols, qui vont pouvoir gagner en matière organique, c'est aussi, absorber, quelques à-coups climatiques avec des limites bien sûr, mais en tout cas, il y a des retours aujourd'hui là-dessus qui sont positifs. Et puis, c'est aussi, travailler aussi à l'atténuation, hein, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui va forcément de pair avec l'adaptation. L'extensification, donc dans un climat plus variable, essayer de mettre en place un système économique basé sur l'obtention de très hauts niveaux de rendement. On voit que c'est beaucoup plus difficile à maintenir, donc ça peut être des choix, des stratégies. En tout cas, voilà, tout ce qui relèvera de l'extensification, que ce soit en élevage ou en grande culture, ça sera associé à des réductions d'intrants, donc ça peut aussi garantir un certain niveau aussi d'impact positif, de bénéfices positifs aussi pour l'environnement. Et puis il y a cet enjeu autour des ruminants, hein, d'essayer de garantir un confort thermique à nos animaux, qu'ils soient renfermés dans des bâtiments ou à l'extérieur. Il y a vraiment une évolution au niveau des pratiques d'élevage et aussi au niveau parfois de certains investissements pour essayer de garantir tout ça. Donc, on ne sait la difficulté, hein, on ne sait pas, en termes d'adaptation, quand précisément on en a besoin et à quel niveau. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut démarrer aujourd'hui, essayer de mettre en place ce qu'on appelle des mesures dites sans regret, donc qui peuvent amener des co-bénéfices, même si ce ne sera pas forcément chaque année l'adaptation. Vous avez quelques illustrations ici en matière d'élevage, hein, voilà, des choses qui sont parfois très innovantes. On peut imaginer par exemple ici, hein, ces petits, parasols, mobiles qui peuvent être emmenés dans des prairies. Donc ça, voilà, ça vient des cicotières là du côté des Deux-Sèvres. Ça existe aussi, du côté du Canada, pour les vaches laitières aussi. On peut imaginer, offrir des abris comme ça, mobiles, à nos animaux quand on n'a pas le temps d'avoir, un arbre, ça met du temps à pousser et cetera. Il faut planter des haies, bien sûr, mais en attendant, on peut aussi, utiliser ce type, d'abri. L'agroforesterie, hein, intraparcellaire avec aussi cette fonctionnalité de produire du fourrage dans des moments clés, c'est aussi quelque chose d'utile. Et puis dans des bâtiments, on a besoin aujourd'hui de construire des bâtiments qui tiennent compte aussi, même dans certains coins prioritairement, des enjeux des conditions estivales plus qu'hivernales. Voilà, donc ça, être capable d'améliorer cette qualité de l'environnement pour les animaux, c'est favoriser leur bien-être. Voilà, j'en termine rapidement, donc pour ne pas trop déborder en termes de timing, avec cette plateforme web AgriAdapt qui reprend un petit peu la démarche qui a été la nôtre auprès de nos fermes pilotes. Donc 3 modules pour reprendre ce parcours. Un premier module au travers d'un quiz pour balayer les connaissances, hein, des agriculteurs ou des conseillers qui les accompagnent sur qu'est-ce que c'est que le changement climatique, quels sont ses impacts aujourd'hui en agriculture et comment s'adapter.
Un deuxième module quantitatif autour de données, donc des observations climatiques, des projections, mais également donc, des compilations de rendement pour comprendre les années difficiles et leurs répétitions. Et puis un dernier module qui permet de revenir tout simplement sur des mesures d'adaptation durables, c'est-à-dire qu'elles sont aussi illustrées en travers d'autres bénéfices que l'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et merci à vous, Nicolas Métayer. Donc, restez avec nous, bien évidemment, pour d'éventuelles questions de la part des participants. On le rappelle, vous écrivez avec le petit icône qui est en bas d'écran, juste sous la vidéo, sous le visage des gens qui interviennent. Et on va revenir en Ariège directement avec Nicolas Triponnier de la Chambre d'agriculture de l'Ariège pour évoquer justement quelques pratiques innovantes déjà mises en place. Si j'ai bien compris, on est dans le concret avec les agriculteurs qui ont déjà mis en œuvre des choses pour s'adapter donc à ce fameux changement climatique. Je crois même Oui, bonjour. on a déjà fait un tour du côté de Mirepoix ensemble, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Mirepoix est un site intéressant et on en a aussi dans le PNR. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Il n'y a pas de souci, a priori. C'est bon pour tout le monde. Donc aujourd'hui… En fait, il faut mettre, Nicolas Triponnier, pardon. vous avez un mode diaporama, vous voyez? Là, ça sera mieux. Voilà. Nickel. Il s'était pas enclenché. Parfait, merci beaucoup. Donc effectivement, un peu à la suite des projets qui vous ont été présentés sur les 2 dernières interventions, moi je vais continuer en allant vraiment pour montrer des pratiques très locales mises en œuvre par des agriculteurs et notamment des éleveurs de l'Ariège pour s'adapter au changement climatique. Donc cette adaptation, elle pose déjà la question de la manière de réagir. Et un petit peu comme le disait Nicolas Métayer, il y a effectivement une progressivité dans les solutions que l'on va chercher à mettre en place. Et chacun effectivement utilise un petit peu cette terminologie. Moi, je reprends des 3 termes qui me semblent assez forts, qui m'ont été inspirés par la Chambre d'agriculture du Gard d'ailleurs. C'est faire face, s'ajuster et transformer. Donc là, on se positionne notamment sur 3 périodes, 3 termes. Faire face, c'est dès aujourd'hui, c'est finalement s'adapter et adapter ses pratiques. Donc on est plutôt sur une échelle adaptation des pratiques face à des aléas climatiques et face à des effets actuels du changement climatique qui sont d'ores et déjà visibles et observés aujourd'hui. Il y a un deuxième registre qui est plutôt autour de l'idée de s'ajuster. Donc là, il s'agit d'un autre degré de changement et d'adaptation au changement climatique. On va passer de l'adaptation de pratique à plutôt l'adaptation du système. Donc là, on étudie l'ensemble de l'exploitation et de manière globale, en prenant en compte à la fois les effets actuels et futurs du changement climatique. Donc là, on se place plutôt à moyen terme. Puis il y a un 3e degré qui est l'idée de transformer. Donc on est également dans l'adaptation de systèmes, mais avec un degré de changement qui est plus fort. On est plutôt sur des systèmes dits de rupture, en anticipant et en s'inscrivant dans des schémas qui sont donc dans la rupture et qui anticipent à long terme sur l'ensemble des évolutions attendues du changement climatique. Donc ensuite, voici quelques exemples de pratiques qui s'inscrivent dans chacun de ces 3 degrés. Comme par exemple la conduite de pâturage, de fourrage, c'est des choses qui peuvent aujourd'hui être mises en place et avec des évolutions qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui pour affronter la situation actuelle. Bon, je vous laisse là avec quelques éléments. Je ne vais évidemment pas pouvoir les présenter aujourd'hui toutes. L'idée, c'est de faire l'accent sur une pratique par chacun de ces niveaux-là. Donc, le paillage bois en remplacement de la paille pour la litière animale, pour les éleveurs. Le développement de cultures fourragères d'été.
Et puis, l'expérimentation d'utilisation d'arbres fourragers avec un exemple en Ariège sur le mûrier blanc. Donc, ma première pratique que je vous propose, c'est donc le fait de remplacer une partie de sa paille par du paillage bois, donc de la paille qui est aujourd'hui achetée très largement par les éleveurs et que l'on peut remplacer par des copeaux de bois qui sont issus de la ferme et qui sont issus des ressources en bois des exploitations. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de forte volatilité et une augmentation assez importante du prix de la paille. Donc cela s'explique par plusieurs facteurs. L'un des premiers, c'est le fait que, comme il a été montré précédemment, il y a un plafonnement, un tassement, voire parfois des diminutions dans les rendements des céréales. Et cela explique du coup que le prix, certaines années de la paille, soit très important et qu'en tout cas ce prix-là soit fluctuant et que on peut considérer que l'une des tendances et un des impacts du changement climatique, c'est qu'on ait un prix qui augmente. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, les céréaliers font le choix, par exemple, de restituer au sol une partie de la paille produite parce que ça va apporter de la matière organique à leur sol. Et donc, les éleveurs se retrouvent avec finalement de moins en moins d'offres de paille dans les territoires. Donc là, il y a une solution, c'est de remplacer ça par de la plaquette qui va être, donc en fait, ce sont des branchages qui vont être broyés. Et là-dessus, on a des expérimentations qui ont été menées sur 2 fermes en Ariège dans les dernières années, donc une à Castelnau-d'Urban et une à Mirepoix, où on teste pour regarder, par exemple, en termes de bien-être animal, parce que tout de suite, c'est une question que les éleveurs ont posée, c'est OK, très bien, votre système, mais est-ce que je vais avoir les mêmes résultats lorsque pendant plusieurs mois, pendant l'hiver, je suis obligé de mettre les animaux en bâtiment? Donc là, on a fait une expérimentation qui visait à mesurer le bien-être animal à travers plusieurs critères. Et puis également voir si au final il y avait une diminution de la quantité de paille consommée par les éleveurs dans les stabulations. Le résultat de ce qui a été donné, c'est qu'en gros, on a en termes de comportement du cheptel, en termes d'éventuelles blessures, il n'y a pas de différence observée. Qu'en termes de propreté du cheptel, finalement, lorsqu'on a une sous-couche de paillage bois, l'aspect visuel des animaux montre une plus grande propreté sur les pattes des animaux. On a fait également des relevés d'humidité et on a finalement une litière qui est plus sèche, donc qui potentiellement va moins laisser se développer les parasites, donc il y a moins de risques de maladies pour les animaux. Et finalement, la question après, c'est de se poser, votre expérimentation, c'est très très bien. Moi, demain, je veux faire du paillage bois, comment je fais? Donc, pour se donner un peu un ordre d'idée, pour une surface en stabulation de 150 mètres carrés, on va avoir besoin de broyer 60 mètres cubes de bois. Ces 60 mètres cubes de bois, on va pouvoir les récupérer à travers, soit lorsqu'on a une parcelle forestière que l'on va exploiter, par exemple pour vendre du bois bûche, etc., des choses qui se développent beaucoup chez les agriculteurs d'Ariège. Bon, il y a toute une partie de branchage qu'on ne peut pas utiliser, on ne va pas la vendre. Cette partie-là, on peut la broyer. De la même manière, lorsque l'on entretient ces haies, on a également tout un tas de branchages dont en général on ne sait pas trop quoi faire. Là, il y a une valorisation. Et c'est en cela aussi que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une pratique qui, pour les éleveurs, redonne une bonne image des ressources en bois qu'ils ont sur leur exploitation, c'est-à-dire que ça montre aussi que les haies, c'est utile, que lorsqu'il y a de l'entretien, et on sait que l'entretien des haies, ça représente un coût, ça représente du temps de travail, mais derrière,
on a une valorisation à travers, par exemple, ce produit-là. Et comment s'organiser ensuite? Eh bien, c'est à travers des diagnostics paillage que la Chambre d'agriculture réalise, par exemple, et qui permettent d'estimer les volumes qui sont disponibles sur l'exploitation, les besoins en termes de surface, de stabulation et donc de mètres cubes de bois broyé qu'il faut réaliser. Et puis ensuite, aider l'agriculteur à programmer ses chantiers de broyage. Et pour broyer, on a aujourd'hui sur l'Ariège une CUMA qui s'appelle la CUMA environnementale des vallées cathares qui dispose d'une section bois. Cette section, elle a petit à petit développé tout un arsenal, on va dire, de matériel en commun mis à disposition de ses adhérents et qui permettent de transformer les produits issus de la forêt ou issus des haies en fonction de différentes formes de valorisation. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aujourd'hui un broyeur qui a été acquis par cette CUMA et qui peut intervenir sur toute l'Ariège pour ses adhérents. Donc, pour vous donner un petit schéma de la manière dont ça se passe, en général, on va broyer courant du printemps ou jusqu'à l'été. On va laisser une période de séchage en stabulation des produits broyés donc, qui composeront ce paillage bois. On va le laisser sécher en tas dans une stabulation justement pendant la période où les animaux n'y sont pas. Et puis, lorsqu'on va vouloir rentrer les animaux, fin de l'automne, on va bientôt y être, et bien à ce moment-là, on va pailler l'air avec une sous-couche donc de paillage bois et puis ensuite régulièrement on fera on pourra rajouter de la paille. Voilà. D'ailleurs, on a pour terminer, on a également vérifié le fumier issu de ce mélange de paille et de paillage bois donne également de très très bons résultats en termes de fertilisation des prairies. Voilà, quelques images donc, du broyeur et du résultat que cela vous donne par la suite. Pour passer à une deuxième pratique mise en place, c'est le développement des cultures fourragères d'été. Ça a été dit aujourd'hui, dans les changements climatiques qui sont déjà actuels et qui vont se renforcer, on sait que la période correspondant à l'été et à l'automne, cette période-là va être de plus en plus compliquée en termes de précipitation, de variation de cette précipitation, l'augmentation de l'évaporation également. Ces critères-là et ces points-là vont faire que globalement, on va avoir des difficultés à la repousse de l'herbe. C'est-à-dire qu'on va avoir un printemps qui va continuer à être très, très favorable à la production de fourrage, que ce soit en enrubanage ou en foin. Mais par contre, on sait qu'à partir du mois de juin, ça va être de plus en plus compliqué pour repousser l'herbe. Et l'idée, elle est plutôt de laisser les parcelles en prairie se reconstituer tranquillement plutôt et quitte à ce qu'elles subissent des sécheresses en été, qu'elles ne soient pas pâturées à ce moment-là. Et là, l'idée, c'est de développer d'autres fourrages en compensation qui vont permettre donc d'éviter d'entamer le stock de fourrage de foin qu'on vient juste de rentrer parce qu'on l'a fait au printemps et qu'il est prévu pour l'hiver suivant. Il n'est pas forcément prévu pour fourrager immédiatement les animaux. Ça permet également de réduire ses coûts d'alimentation si on est obligé d'acheter du fourrage à l'extérieur, puis d'améliorer globalement l'autonomie alimentaire des exploitations. C'est donc l'idée derrière d'être beaucoup plus résilient. L'espèce aujourd'hui la plus utilisée, celle dont vous voyez les photos, c'est le sorgho fourragé, donc, qui est une plante qui aujourd'hui va être semée au mois de juin, au mois de juillet, qu'on peut à la fois pâturer, que l'on peut également enrubaner ou que l'on peut ensiler. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités sur cette plante qui, vous le voyez, a une capacité de pousse quand même très, très importante.
et qui donne quand même des résultats très intéressants, notamment en période de sécheresse. Nous avons là un exemple, donc je reviendrai juste après là-dessus. Pardon. Donc, pour vous donner un exemple, c'est dans une exploitation qui est située également du côté de Mirepoix, où on a eu 0 mm de précipitation depuis la date du semis, le 4 juillet, jusqu'au 28 août. Et pour autant, c'est une plante qui, pour 1er octobre, vous voyez les photos, donne de très bonnes conditions pour les animaux. Je vais revenir un petit peu en arrière, juste pour vous indiquer. Donc, là, on a l'exemple d'un pâturage. En général, en Ariège, aujourd'hui, on arrive assez facilement à avoir 2 coupes, ou alors une coupe et un pâturage, ou 2 pâturages. Les agriculteurs souvent développent aujourd'hui donc le pâturage tournant, qui consiste à concentrer sur des petits parcs le troupeau. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est d'adopter un petit peu ces mêmes pratiques de conduite du troupeau lorsqu'on va pâturer le sorgho fourrager, parce que derrière, il y a des repousses qui sont intéressantes. Il y a juste donc un point de vigilance à avoir, c'est par rapport à au premier passage de troupeau en pâturage, parce que c'est une plante qui possède un acide qui peut potentiellement la rendre toxique sur une première consommation. Alors souvent, on a l'habitude du coup plutôt de couper cette plante au moment où on va au moment du premier passage, parce qu'en séchant, ça évite cet acide se dégrade. Mais il y a également la possibilité d'atteindre une hauteur suffisamment importante, autour de 60 cm de moyenne, pour que derrière, il n'y ait pas de soucis. Voilà, donc ça, c'était une deuxième pratique. Et vous voyez là, en fonction du nombre de jours de pâture sur un parc, ce qui va être consommé par les animaux. J'en profite également pour indiquer que c'est une pratique qui est intéressante également, donc en termes de consommation d'eau. Et là, on est sur de l'eau, sur des cultures pluviales, hein, donc on n'est pas sur des systèmes irrigués, donc on est dépendant de l'eau qu'il y a dans le sol au moment du semis et pendant toute la période de culture, et puis des précipitations. Là, on est sur une plante qui consomme 40% de moins que le maïs. C'est aussi une plante qui consomme beaucoup moins, qui n'a pas besoin en fait de phyto, qui ne consomme pas de phyto. Donc, c'est aussi intéressant en termes de réduction des produits phytosanitaires pour les cultures fourragères. Troisième pratique, là, on est plus déjà dans le volet de la transformation et vraiment d'un changement en profondeur des systèmes, c'est la mise en place d'arbres fourragers qui servent à l'autonomie alimentaire des troupeaux. Et là, on a un pilote qui est en place depuis plusieurs années du côté de Mirepoix avec un troupeau, vous voyez, de limousine, en bovin viande qui profite qui bénéficie de cette plantation. Donc, Nicolas Triponnier, pardon, voilà, si vous pouvez vous dépêcher. Parce qu'il y a je me dépêche parce qu'il reste 1 minute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer assez rapidement sur l'explication de ce pilote-là, simplement pour vous montrer, en fait, l'idée de cette parcelle, c'est qu'avec une plantation au milieu d'une prairie, une plantation de mûrier, c'est qu'on va avoir pendant 9 mois de l'année, on va avoir des fourrages disponibles pour les animaux. C'est-à-dire que première sortie des animaux, on est en février. Là, on est au mois de mai. Les animaux continuent à la fois de consommer l'herbe et puis ils commencent à consommer les mûriers. Et puis, l'intérêt du mûrier, c'est en plein été. C'est à partir du moment où l'herbe va être complètement sèche. La prairie, normalement, ne peut rien donner à ce moment-là en termes de fourrage pour les animaux. Et un éleveur va craindre évidemment de mettre ses animaux dans cette pâture-là parce que non seulement ça ne va pas apporter grand-chose en termes d'alimentation, mais en plus, ça risque d'abîmer la prairie.
Et donc aujourd'hui, avec ce système-là, on se retrouve avec, là on est au 5 octobre, on est déjà au 6e passage du troupeau. On est sur, c'est sûr, on est sur une culture pour l'instant qui donne assez peu de matière sèche parce qu'on n'est qu'à la 3e année de production. Mais les arbres sont jeunes. Voilà, les arbres sont jeunes. C'est une culture pour l'instant qui est limitée avec le climat actuel, limitée plutôt donc, dans la partie nord du département, mais qui peut également nous intéresser un peu plus tard d'autres zones de l'Ariège. Pour terminer, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, on a finalement des solutions qui sont pas tout à fait au même stade d'avancement et de capacité derrière à pouvoir accompagner les agriculteurs. Vous le voyez, certaines sont prêtes à l'emploi, d'autres sont plus en mode exploratoire. Et ça correspond aussi à cette idée de progressivité dans les changements. Pour terminer, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à nous suivre. On met en place des pages Facebook pour développer la communication sur l'ensemble de ces pratiques. Et je vous invite au mois de janvier 2021, une rencontre Climagile où on parlera à la fois des évolutions attendues du climat en Ariège et on découvrira également d'autres innovations issues d'autres territoires. Je vous remercie et désolé pour les quelques minutes. Non, ça va, c'était très bien. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de questions. On va rester avec vous, Nicolas Triponnier. Vous êtes chaud. Et avec les questions qui vous sont posées à vous. Alors, question ou réflexion d'Yvon qui dit « Je me méfie des moyennes ». Alors, c'était en début d'intervention, hein, vous avez donné des données. Il y a de grandes disparités en termes d'hygrométrie, par exemple, entre la zone sous-pyrénéenne et le Piémont, où les stocks fourragers sont sollicités dès le mois d'août. Oui. Alors, de toute façon, c'est aussi pour cela qu'il y a, et je rejoins les travaux qui ont été développés, notamment sur des méthodes comme A3P2C. Enfin, il y a également aujourd'hui le besoin de développer une connaissance très locale, à la fois qui s'appuie sur les spécificités climatiques et à la fois sur la pédologie, pour pouvoir accompagner plus les agriculteurs sur la solution qui lui irait bien. Voilà. Perrine, sur le paillage bois, elle se demande si finalement, ce n'est pas une fausse bonne idée. Elle se demande si le modèle est viable, c'est-à-dire que les exploitations seraient capables de produire assez de bois dans la durée de façon durable et que ce ne soit pas une incitation à raser les haies à peine plantées ou les ripisylves plus que pour leur seul entretien, finalement. Non, en fait, là, on est sur un coproduit. On est aujourd'hui sur la valorisation d'un produit qui, sinon, ne serait pas valorisé. C'est-à-dire que c'est entre guillemets, ça n'aurait pas de sens de couper des haies qui viennent juste d'être plantées. Et on est plutôt sur des produits qui, aujourd'hui, ne trouvent pas d'autres modes de valorisation, que ce soit les branchages issus de l'entretien des haies ou que ce soit les branchages qui restent une fois qu'on a exploité une forêt. Encore une réflexion d'Yvon qui dit l'ensilage de maïs est une… Alors, il est agriculteur en même temps, Yvon, hein, si je ne dis pas de bêtises. L'ensilage de maïs est une catastrophe environnementale. Il consomme des intrants, des pesticides. Il nécessite une correction azotée avec du soja OGM importé, alors que les prairies sont des puits à carbone et qu'elles préservent les sols de l'érosion, nous dit-il. Alors, c'est tout à fait exact. Et globalement, on s'inscrit fortement dans le développement de toute façon de la valorisation des prairies. Je pense à un groupe comme le GI2E aux Petits Prairies qui est totalement là-dedans. Je n'ai pas parlé, mais il y a par exemple le pâturage tournant dynamique. J'en ai parlé un tout petit peu sur le sorgho, qui est une méthode qui permet en fait de vraiment valoriser au maximum les prairies. Mais de la même manière qu'on parle en agronomie de capital sol et du fait de protéger ces sols, il faut peut-être aussi en élevage se dire qu'il faut protéger ces prairies dans des périodes où elles seront fragiles. Et les sécheresses d'été notamment ou d'automne peuvent être des périodes où les prairies seront de plus en plus fragilisées. Oui. Toujours Yvon, comme ça j'avance avec lui et puis il donne un petit peu écho à ce que vous dites. Il dit les corrections culturelles vertueuses ne pourront venir que par des leviers contraignants, notamment de la PAC. Voilà, il ne croit pas trop à l'incitation, au côté vertueux qui viendrait parce qu'on aurait un conseiller chambre compétent
qui nous donnerait les bons conseils, mais qu'il faudrait à des moments peut-être aussi obligé, hein, si je lis bien ce qu'il écrit. Alors, il faut plusieurs choses. Il faut plusieurs choses. Là, les exemples que j'ai donnés, qui sont qui s'appuient sur des groupes d'agriculteurs un peu moteurs et qui ont bénéficié de projets. Là encore, voilà, Françoise Goulard parlait des interventions de l'Agence de l'eau, comme d'autres organismes, l'Europe, etc., et des financeurs qui viennent pour financer aussi des projets. Ces projets-là, ils permettent aujourd'hui de sortir des solutions, de les éprouver et de vérifier leur pertinence par rapport aux problématiques du terrain. Donc, ça peut être la PAC. La PAC, c'est sûr qu'elle peut permettre de très, très fortement généraliser des solutions, mais il faut d'abord les éprouver. Et parfois, il faut un chercheur pour cela. Le mûrier, on aurait pu, je pense, passer beaucoup de réunions à s'interroger sur comment on fait par rapport aux prairies sur terrain sec en été. On n'aurait peut-être pas eu la Vous solution. n'auriez peut-être pas pensé tout seul, ouais. On n'aurait pas pensé tout seul et c'est un chercheur qui nous a apporté la solution, enfin, qui nous a apporté la proposition. Ouais. Question de Perrine qui demande, quand vous dites que la fertilisation avec le mélange bois-paille donne de bons résultats, y a-t-il eu une comparaison avec la fertilisation par le fumier classique? Les mesures concernent-elles uniquement la production de biomasse ou également la diversité et qualité fourragère? Là, on est dans le technique. Hein. Là, on est dans le technique. Alors, je sais que les agriculteurs qui ont mis en place le paillage bois ont testé eux-mêmes les fumiers. Ils ont composté le fumier sortant de ces stabus. Après, vous dire dans les détails s'il y a eu toutes les analyses de fait, NPK, etc., si derrière on a vérifié les fourrages qui en sortent, je ne suis pas sûr, mais Perrine peut contacter, si elle le souhaite, pour en savoir plus. Elle peut me contacter directement, je la mettrai en relation avec sinon Nelson Guichet qui suit plus particulièrement ce pilote chez nous. Le réchauffement, est-ce qu'il amène des problèmes spécifiques sur les systèmes pastoraux et notamment sur le territoire du PNR avec une diminution qu'on pourrait déjà observer de la ressource en herbe ou même d'abreuvement sur les estives? C'est une question de Isabelle. D'accord. C'est une question qui mériterait aussi et il faudrait qu'on en parle avec nos collègues de la Fédé pastorale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de pouvoir donner une réponse absolue à cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ressortent aujourd'hui. Il y a le stress thermique, on en a pas, là où l'élément n'a pas été ressorti, mais il y a également le stress thermique qui peut être sur des espaces très dénués de forêt, qui peut aussi être une question qui pose des questions aujourd'hui, notamment liées aux problématiques de pâturage des estives en pleine journée ou le soir ou le matin ou pendant la nuit, et ça renvoie à d'autres débats sur lesquels nous ne rentrerons pas. Non. Juste une petite question concernant, là aussi, quelque part, un débat de fond et de société. C'est Christine qui demande si certains agriculteurs, finalement, parce qu'on parle d'adaptation des pratiques, mais ça peut être une adaptation systémique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui changent de filière, qui sortent de la filière animale, par exemple, au profit d'autres filières, qui requalifient leurs exploitations suite à Il y a des cas de changement diversification. Il y a des cas de diversification. Ouais. Sur l'est du département, on a aujourd'hui des agriculteurs qui se posent la question de peut-être planter des arbres fruitiers. D'accord. Ah oui, ça c'est un vrai changement. Et, voilà, et là, on regarde vraiment vers l'est, oui. Voilà, ouais. Oui. Ouais. Nicolas Métayer, quelques questions pour vous. Alors, tout d'abord, une question de Christine qui vous demande: l'intégration n'est-elle pas aussi une mesure d'adaptation, c'est-à-dire une désegmentation des filières? Oui, tout à fait, parce si on peut, finalement, l'observation de l'évolution de l'agriculture, ça a été beaucoup de spécialiser des territoires et des fermes, du coup, dans une activité. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient pas vraiment compatible avec les enjeux d'adaptation et on cherchera plutôt à faire un petit peu l'inverse. Donc, voilà, donc je rejoins ce qui a été dit juste avant et après,
pour mettre en place certains changements, il faut aussi être touché. Voilà, c'est profondément aussi humain. On a du mal, on a beau expliquer, sensibiliser. C'est quand on a un gros choc qu'on commence à mettre en place des changements. C'est comme ça que l'être humain fonctionne aussi. Voilà. C'est effrayant quand c'est dit comme ça, hein, mais c'est quand même ce qu'on observe. Voilà. est-ce que vous avez un retour quantitatif sur l'adoption des mesures, justement, par les agriculteurs? Ça peut être une question pour vous et aussi pour Nicolas Triponnier, d'ailleurs, voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est le driver principal, on va dire, dans le choix peut-être des mesures à mettre en œuvre, ça reste l'économie. Hein. Donc, effectivement, on peut proposer des options d'adaptation. Certaines, il faut en proposer largement parce qu'il y a cette notion de trajectoire et de comprendre les chemins qui peuvent permettre de gagner en résilience. Après, l'élément clé aujourd'hui pour un éleveur comme pour un céréalier, ça reste l'économie voilà, de la campagne en cours, à peine la prochaine, quoi. Hein. Ouais. Donc, voilà. C'est très variable d'une ferme à une autre là-dessus. Certains sont. Nous, on était vraiment face à des fermes très différentes hein, dans les systèmes, dans les pratiques. Chacun, on s'est mis au niveau de chacun pour leur proposer à chaque fois des trajectoires, des choses accessibles et puis des choses plus complexes. Voilà. Oui. Donc, tout le monde se saisit de certains leviers à son échelle. Ouais. Et la question, elle vaut aussi pour Marine Lescuta d'ailleurs, hein, sur cette expérimentation dans le Massif central, parce que c'est vrai que quand on parle d'agriculture, on a toujours besoin de savoir, enfin, en tout cas vu de l'extérieur, et j'imagine de l'intérieur aussi, concrètement, voilà, est-ce que la vie des agriculteurs s'améliore, leurs revenus, l'environnement dans lequel ils vivent, enfin, voilà, c'est des questions un peu basiques parfois vers lesquelles il faut revenir assez Oui, bien sûr, ouais. à chaque fois. Ouais. Après là, c'est, dans le travail qui avait été fait l'an dernier sur la partie scénarisation, ça avait été pris en compte, ça, du coup, l'évolution, enfin le côté économique, du coup, ils avaient scénarisé, en fait, du coup, l'impact économique que ça pouvait avoir sur les systèmes d'exploitation et du coup, là, je pourrais pas vous donner une réponse, précise, mais en fait, ça dépend des territoires et ça dépend des leviers d'adaptation mis en place. Voilà, je pense que oui, ça dépend. Il y a vraiment une dépendance au territoire, en fait, qui est très importante. D'accord. Si je peux compléter, juste, je pense que l'approche économique, de toute façon, il faut toujours l'avoir au cœur de la réflexion et que c'est intéressant après de travailler notamment sur certains aléas climatiques et de voir si les fréquences de ces aléas augmentent ou pas. Et en connaissant ensuite l'impact qu'ont ces aléas climatiques sur la production, par exemple, ça peut permettre et ça peut aider un agriculteur à prendre la décision d'investir ou non dans quelque chose qui va, entre guillemets, le protéger face à cet aléa. Le protéger, améliorer sa qualité de vie, parce que je me rappelle d'une visite d'exploitation aussi sur Mirepoix où justement il y avait eu un travail sur la diversification fourragère où l'agriculteur disait là je prends plus le tracteur pour amener des balles de foin dans le pré, etc. Je vais voir mes vaches à pied maintenant et ça me change la vie et mon métier est plus agréable. Ça joue aussi, hein. Ça joue aussi. Ça joue aussi complètement. Je crois qu'on a fait le tour des questions.